À la suite de cette attaque absolument vile et impitoyable des États-Unis contre l'État vénézuélien, contre Nicolás Maduro, le président élu, qui a été pratiquement enlevé en direct. Et maintenant, il est exhibé comme s'il s'agissait d'un trophée de guerre. Beaucoup de gens, soudainement, se sont tournés vers la Fédération de Russie, non seulement en se demandant « et la Russie et la Chine alors ?» à laquelle, en fait, nous avons déjà répondu de manière très claire sur cette même chaîne. Mais en comparant l'opération militaire spéciale de la Fédération de Russie avec cette dernière opération militaire phare menée par les États-Unis, eh bien sûr, j'ai énormément de choses à répondre à chacun de ces commentateurs. Alors maintenant, nous allons voir la conclusion comparative des deux opérations exactes, nous allons voir où il pourrait y avoir des améliorations et si cela serait possible ou non. Vladimir Poutine, qu'est-ce que Donald Trump a mal fait? Et surtout, pourquoi? Ces deux questions ne devraient jamais être comparées, parce que je vous préviens, les comparaisons sont odieuses, mais surtout elles laissent une partie complètement désavantagée. Et dans ce cas, ce n'est pas vraiment la partie de la Fédération de Russie. Commençons. En comparant le cas de la Russie et des États-Unis. Et donc cette question assez courante, qu'est-ce que Vladimir Poutine devrait changer? Comment est-il possible que le dirigeant de la Fédération de Russie mène déjà 4 ans d'opérations militaires spéciales et n'ait absolument rien obtenu? Surtout si l'on en juge par les commentaires des partisans les plus fervents de l'OTAN. Pendant ce temps, Donald Trump, à peine arrivé, soudainement, c'est presque comme s'il était arrivé et avait tout de suite tout obtenu. Il a absolument tout réussi. Et ici, la première question que je dois poser, je pense en toute justice, c'est qu'est-ce que Donald Trump est censé avoir exactement accompli? C'est-à-dire, quand on parle du cas vénézuélien, on est censé se limiter à une opération militaire absolument glorieuse pour extraire Nicolás Maduro qui a impliqué je ne sais combien d'hélicoptères chinois, que absolument personne de l'État vénézuélien n'a tenté même vaguement d'abattre. Ce qui en soi soulève déjà plus d'une question. Mais surtout, au-delà de toute la mise en scène qui, il faut le reconnaître, est vraiment géniale, digne d'un film hollywoodien. On a rarement vu des opérations aussi spectaculaires, même si tu ne dois pas partir tout de suite, car une opération encore plus spectaculaire, réalisée en plus par la Fédération de Russie, a bel et bien eu lieu. Et je vais te dire exactement laquelle c'est, mais avant ça, en mettant de côté le côté spectaculaire, allons-y. Voyons la raison. L'opération a-t-elle été réalisée par les États-Unis? Oui. Même les actes de terrorisme et de piraterie finissent par être transformés en superproductions qui ont toujours, bien sûr, des Américains comme vainqueurs. Donald Trump raconte déjà comment ils ont déployé environ 160 avions. Comme l'armée était là, sur le terrain, il y avait énormément de soldats, pas une seule victime. Franchement, je le répète, c'est absolument digne d'un film. Des faits qui semblent assez peu crédibles, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Mais en arrivant au cœur du sujet, là où Maduro est arrêté, retenu, enlevé, sorti du pays de force, puis promené en voiture à travers les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont exactement réussi à faire, bordel? En plus de ça, parce qu'on suppose que l'un des objectifs était, disent-ils, de soutenir la question de la démocratie, l'autre, maintenant, ils le disent clairement. Au moins, merci beaucoup de ne pas mentir au commun des mortels. Ils sont là pour le pétrole dont les États-Unis n'ont même pas besoin, mais ils veulent que leurs ennemis ne l'aient pas. Et ici, ils citent spécifiquement la Russie, la Chine, l'Iran, le Hezbollah. Cet objectif reste à voir s'ils y parviendront ou non, parce que Delcy Rodriguez, qui a pour l'instant assumé le poste, dit qu'elle va coopérer. Mais il faudra voir jusqu'à quel point. Parce que je vous rappelle encore, il faut que le Congrès américain s'exprime, le Congrès et le Sénat. Aussi, qu'il se sent maintenant absolument trahi, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a à peine 2 semaines, je crois. Marco Rubio a assuré au Parlement des États-Unis qu'il n'entrerait en aucun cas au Venezuela, qu'il n'interviendrait pas dans le pays et qu'il ne mènerait aucune opération militaire. Et dès que le Congrès était en congé, c'est-à-dire qu'il profitait de ses vacances bien méritées pendant les jours fériés, ils ont été très malins
et ont mené l'intervention qu'ils avaient promis de ne jamais faire maintenant, alors que le Congrès revient. Je vous rappelle que l'un des derniers votes s'est joué à 2 voix en faveur de Donald Trump. Et en fait, cela avait beaucoup à voir précisément avec les interventions militaires dans des États tiers. J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis, est contre toute intervention dans n'importe quel pays, y compris sur le territoire vénézuélien. C'est pourquoi, précisément, Marco Rubio a été celui qui a pris les rênes de l'affaire. Mais tout cela soulève la question à 1 million. Qu'est-ce que Donald Trump a exactement réussi à obtenir en ce moment? En plus du film avec les hélicoptères Chinook qui n'ont pas été abattus par magie. Et très probablement en raison de l'existence d'un accord en coulisses. Et, en plus, Maduro en tant que personnage politique d'une utilité douteuse, en ce moment. Attends-toi à ce qu'ils doivent demander à la Fédération de Russie la faveur de lui permettre de profiter de ce qui lui reste de retraite. Avec la SAD à Moscou, profitant de la vue d'une ville absolument magnifique à tous points de vue. Alors, les résultats au niveau pratique se limitent à ceci. En voulant se débarrasser du régime chaviste, ils ont fini par garder le même régime chaviste. En fait, cela a énormément surpris toute l'opposition vénézuélienne, qui était déjà là et qui s'installait sur la chaise, et au final, il s'est avéré qu'on leur a finalement retiré la chaise. À la dernière minute, la course n'avait pas débuté, et Edmundo González et María Corina Machado étaient déjà en train de tomber, creusant pratiquement un trou avec leur propre nez devant les pieds de Donald Trump, que María Corina Machado elle-même pratiquement déjà. Non seulement elle lui a léché les bottes, mais en plus, elle voulait même lui remettre son prix Nobel de la paix. Je crois qu'elle aurait même donné sa culotte et tout ce qu'il fallait pour garder le leadership du Venezuela, mais on voit bien que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, si on doit comparer le cas de la Fédération de Russie et celui du Venezuela en termes de résultats préliminaires, oui, effectivement. Il faut beaucoup plus de temps à la Russie pour avancer sur le territoire ukrainien qu'il n'en a fallu aux États-Unis pour atteindre leur objectif sur le territoire vénézuélien. Mais non. Mais du côté de la Fédération de Russie, les avancées sont infiniment plus solides, c'est-à-dire que la Russie obtient effectivement des résultats, sous la forme d'un territoire tangible, contrôlable, qui possède des ressources naturelles, qui peut apporter un rendement économique, politique et militaire considérable, tout en assurant la base de déploiement pour les prochaines opérations. Les États-Unis, tout ce qu'ils ont à ce stade du jeu, c'est María Corina avec des promesses de miser sur la paix et de collaborer. On ne sait toujours pas sous quelles conditions ni dans quelles circonstances. Et Nicolás Maduro, visiblement indifférent à la situation, est complètement épuisé en tant qu'actif politique. C'est-à-dire, cela vaut pour quelques instants de gloire médiatique, mais certainement pour, je crois, pas grand-chose de plus. Mais le plus curieux dans cette affaire, c'est le fait que nous allons commenter, je le répète, à la fin. La comparaison entre l'opération militaire spéciale dans son ensemble et ce que les États-Unis ont fait au Venezuela ne serait même pas la plus correcte. Et bien sûr, nous allons parler de l'exemple qui devrait effectivement être pris et des 2 parties qui seraient comparables entre elles. Et pendant ce temps, il est également important de parler de la difficulté de la décision de mener ces opérations aussi bien d'un côté que de l'autre. Pendant ce temps, pour les États-Unis, cela semble évident au vu des conséquences et de la mise en scène. Cette a été une décision très facile et très simple. Parce qu'à l'avance, il semblerait, parce que, je le répète, je parie, parce qu'effectivement, il s'agit d'un plan soigneusement organisé et orchestré, dès le premier instant. Ils savaient, et ils étaient pratiquement sûrs à 100% que cette intervention serait un succès. Et en plus, si ça tournait mal, eh bien, au pire, ils se retrouvaient avec quelques mauvais titres dans la presse, mais pas grand-chose de plus. Alors que pour Vladimir Poutine, de toute évidence, cela a été la décision la plus complexe et la plus difficile de sa vie. Ce n'est pas pour rien que depuis 2014, il observait si l'Ukraine finirait par respecter les accords de Minsk, si finalement la situation s'arrangerait et que la Russie n'aurait pas à intervenir. Et en 2022,
De nombreuses années plus tard, quand il est devenu absolument inévitable d'intervenir, qu'il fallait le faire quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine a dû faire face à la décision extrêmement difficile de mobiliser sa propre population, de se confronter à son peuple. Parce que, même s'il ne s'agit en aucun cas de s'en prendre aussi aux civils, mais bien de les protéger, les dommages collatéraux sont tout de même présents. Ces personnes en souffrent indéniablement, et ce, de la pire façon possible. Elles doivent quitter leur foyer, abandonner leurs proches, traverser un stress immense. C'est ce que la guerre implique nécessairement. C'est un peuple frère, alors que pour les États-Unis, le Venezuela n'a rien à voir avec cela, et en fait, il est perçu depuis une position de supériorité absolue. La comparaison, donc je pense, ne serait pas correcte, mais si vous me permettez ce détail. Et ici, je pense, c'est là que nous arrivons au point le plus intéressant de cette vidéo, cette réflexion sous forme de vidéo. S'il fallait comparer une opération russe et une opération américaine en termes de cette dernière, supposément, Gloria, je vais dire médiatique, beaucoup plus médiatique que militaire, de la part des États-Unis. En Venezuela, il faut prendre non pas le cas de l'opération militaire spéciale dans son ensemble, mais le cas de la Crimée. Ça a été la blitzkrieg de la Fédération de Russie, où il y a eu au total l'absolument incroyable nombre d'une seule victime. J'ignore dans quelles circonstances cela s'est produit, mais il n'y a eu qu'une seule victime mortelle des deux côtés, c'est-à-dire par un seul coup de feu, ni de la part de la Fédération de Russie, ni de la part de l'Ukraine. Dans la grande majorité de toute la péninsule de Crimée, pendant que l'opération était en cours, il y a eu quelques réactions qui, effectivement, comme on le voit avec cette unique victime, ont montré une résistance minimale. Non seulement cela, la Fédération de Russie n'est pas seulement arrivée sur le territoire de la Crimée, elle n'a pas seulement pris le contrôle du territoire de la Crimée, elle a libéré la Crimée. Comme ils le disent eux-mêmes en Russie, cela a permis à tous ceux qui ne voulaient pas faire partie de la Fédération de Russie de partir de manière absolument libre. Il n'y a eu aucune répression, les gens sont partis, oui, malheureusement, ils ont quitté leur foyer, mais beaucoup avaient de la famille dans le reste de l'Ukraine et ont fini par les rejoindre. La Russie, en plus, a offert aux militaires ukrainiens la possibilité de rejoindre l'armée de la Fédération. Et la grande majorité d'entre eux a accepté. Parce qu'en Crimée, la grande majorité de la population se sent effectivement russe. Et elle était ravie de ce qui se passait en cette année 2014 très turbulente. D'un côté, la Russie essayait de parvenir à un accord de paix pour les territoires du Donbass. Sans y entrer, sans revendiquer ces territoires, bien au contraire, simplement pour que la population civile puisse vivre en paix. D'un autre côté, elle entrait en Crimée, et là, c'était une opération très rapide, une opération chirurgicale très réussie, où elle a montré au monde comment des opérations de cette envergure pouvaient être menées. Rien à voir avec la soi-disant opération ultra-glorieuse des États-Unis, parce que eux, qu'ont-ils obtenu avec Maduro et ses résultats, qui restent encore à voir, qu'est-ce qu'ils vont finir par être? En attendant, la Russie a du territoire, elle a une population civile très loyale. Elle a aussi une grande partie de l'armée ukrainienne qui se trouvait dans la région et qui maintenant grossit les rangs de l'armée de la Fédération de Russie. Maxime a su résister à cela sur le long terme, à toutes les sanctions. Et maintenant, pratiquement le monde entier, y compris l'Occident collectif, considère comme acquis que la Crimée est un territoire de la Fédération de Russie, même s'ils ne veulent pas encore le reconnaître officiellement. D'ailleurs, les États-Unis ont même proposé de le signer définitivement avec l'Ukraine. Parce qu'on considère, je le répète, que la Crimée ne quittera littéralement jamais la Russie. Ça, c'était vraiment une sacrée opération. Les États-Unis ont eu des victimes, tandis que du côté opposé, la Fédération de Russie, il n'y a eu qu'une seule victime au total. Et pas seulement ça, ils ne se sont pas contentés d'arriver et de libérer le territoire, ils ont aussi organisé un référendum sur place où la population a pu voter pour ou contre l'annexion de la Crimée au territoire russe. Du retour de la Crimée à la maison, et la grande majorité de la population s'est déjà exprimée en des termes absolument clairs. Il était évident quelle serait la décision finale, car si la Russie n'avait pas su quel serait le résultat du référendum, cette opération n'aurait jamais eu lieu.
Et en fait, la réaction des militaires présents là-bas, ainsi que celle de la population civile, est venue confirmer précisément cela, que la Russie était attendue en Crimée. Alors, la prochaine fois qu'on essaiera de vous vendre une comparaison entre la Russie et les États-Unis à propos de ce qui se passe en ce moment ou au Venezuela, eh bien, vous avez déjà suffisamment d'arguments pour leur tenir tête. Oui, dans certains cas, il pourrait sembler que la Russie perd beaucoup face aux États-Unis sur le territoire ukrainien, devant affronter toute l'OTAN et non pas, comme les États-Unis, un gouvernement vénézuélien auparavant, très probablement généreusement arrosé de grosses sommes d'argent. Je veux dire, bon, je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas non plus de doute. La Fédération de Russie, je le répète, doit affronter toute l'OTAN et continue d'avancer sur le champ de bataille. Mais en fait, la comparaison la plus juste ne serait pas celle-là, mais celle de la péninsule de Crimée, qui est ainsi. Ce fut une opération phare que les États-Unis aimeraient bien pouvoir réaliser, par exemple, dans une hypothétique Groenland.